Monsieur Valente, vous avez la parole pour y aller. Merci professeur. Donc passons au paragraphe suivant, le paragraphe 4. Je procède à la lecture. Donc, portio autem pro estimatione rerum, quae salvae sunt et earum quae amicae sunt, praestari solet, nec adrem pertinet, si aeque amicae sunt pluris veneri poterunt, coniam detrimenti non lucrifit praestatio. Sed in is rebus, quarum nomine conferendum est, estimatio debet haberi, non quanti emptae sint, sed quanti venire possunt. Alors, portio autem praestari solet, donc la portion est habituellement fournie, pro estimatione rerum, selon la valeur des choses, quae salvae sunt, qui sont sauves, et earum quae amicae sunt, et de celles qui sont perdues. Pas d'objection jusque-là. Nec adrem pertinet, donc ici c'est une expression qu'on retrouve souvent dans la documentation juridique pour signifier que ce qui va suivre sort de l'objet de la loi, en fait, et sans rapport avec l'objet de la loi. Donc, et cela ne fait rien à l'affaire si si ae quae amicae sunt, donc si les choses qui sont perdues, pluris venire poterunt, auraient pu être vendues davantage, coniam detrimenti non lucrifit prestatio, donc on peut prendre toute la fin de la phrase, puisque la prestation a lieu pour la perte et non le lucre, non le profit. Pourront, hein, poterunt, c'est le futur. Oui, pourront, oui. Oui, moi j'ai mis oui, auraient pu être vendus et pourront être vendus. Oui. Donc, Sed in is rebus. sed in is rebus, mais pour ces choses. Quarum nomine conferendum est, au titre desquels il faut contribuer. Aestimatio debet haberi, bon, l'estimation doit être faite, non quanti emptae sint, non pas pour autant qu'elles ont été achetées, sed quanti venire possunt, mais pour autant qu'elles peuvent être vendues. Voilà, une question d'indemnisation. Je me demande si on ne pourrait pas dire la contribution portio, la contribution proportionnelle est fournie en fonction de la valeur respective des choses, ou la valeur comparée des choses qui ont été sauvegardées et des choses qui ont été jetées. Parce qu'il s'agit de ça, c'est une proportion. La mutualisation des risques, Oui, on calcule l'assiette de la contribution sur la base de toute la cargaison. Qu'est-ce que c'est Et alors là, on calcule le prix des choses perdues pour le prix qu'elles avaient au moment où elles ont été jetées, et non pas pour le prix éventuel que le marchand pouvait en escompter s'il les vendait beaucoup plus cher dans le port de destination, par exemple. En revanche, les marchandises qui restent, elles, comme c'est une valeur qui est négociable, eh bien, on les estime selon la valeur qu'elles auront quand elles seront vendues dans le port de destination. Voilà, merci encore. Paragraphe suivant. Servorum quoque qui in mare perierunt, non magis estimatio facienda est, quam si qui aegri in nave decesserint, aut aliqui cesse praecipita verint. Donc, servorum quoque, de même pour les esclaves, qui in mare perierunt, qui ont péri en mer, non magis estimatio facienda est, l'estimation ne doit pas être faite, ne doit pas être faite davantage, magis, quam si qui aegri in nave decesserint, que si quelques esclaves aegri malades étaient décédés sur le navire, donc in nave, aut aliqui cesse praecipita verint, ou si quelques, je répète encore une fois, esclaves s'étaient jetés, sous-entendu, à l'eau d'eux-mêmes. Là, il s'agit de... On a vu tout à l'heure le cas des personnes libres. C'est toujours des tempêtes. Il faut pouvoir penser à ça. Une mer très forte et des personnes ont été noyées, en quelque sorte. Des personnes libres ont été noyées. Et apparemment, des procès s'étaient élevés par lesquels un demandeur, je ne sais pas très bien qui, un demandeur demandait une indemnité pour la perte d'une personne libre. Peut-être que c'était pratiqué dans le droit
rhodien, dans la loi rhodienne, mais à Rome, ça n'était pas possible, hein, puisque une personne libre ne reçoit jamais une estimation. On ne peut pas estimer la valeur ni d'une personne, ni de la vie d'une personne, ni d'un membre d'une personne libre, etc. Donc on avait le cas des passagers libres qui avaient été noyés. Là, on a le cas des esclaves qui ont été noyés par une grosse mer. Apparemment, dans le droit rhodien d'avant Rome, d'avant son acclimatation à Rome, il pouvait y avoir des conséquences juridiques. Et là, à Rome, apparemment, on ne peut pas le faire. On ne peut pas estimer la valeur des esclaves qui ont été emportés par la mer. Ce n'est pas une avarie commune, c'est une avarie particulière au propriétaire de l'esclave. Et là, on vient dire, alors je ne comprends pas la raison de la chose, on vient dire non, on ne les estimera pas plus qu'on estime ceux qui sont morts de maladie à bord du bateau ou ceux qui se sont jetés à la mer volontairement, qui se sont noyés volontairement. Ce qui est un cas de figure fréquent, ça on le sait pour le XVIIe et XVIIIe siècle. Dans les transports d'esclaves vers l'Amérique, eh bien, beaucoup d'esclaves, enfin, un certain nombre d'esclaves se jetaient dans la mer pour ne pas terminer comme esclaves dans le nouveau continent. Mais remarquons ici qu'il ne s'agit pas de jet d'esclaves à la mer, parce que ça, cette situation existait aussi. Quelquefois, parmi la cargaison dont on se débarrassait, il y avait aussi des esclaves qu'on jetait à la mer, y compris au XVIIe et au XVIIIe siècle. Ça s'est fait assez souvent, ça. Mais là, ce n'est pas le cas qui est traité par ce paragraphe de la... Je pense que c'est ce qui fait la différence sur l'estimation. Parce Oui. que là, on a un cas accidentel, Oui. alors que quand c'est délibéré, on assure le salut de l'opération. On mutualise la perte de l'esclave jeté à la mer. Et alors, le quoque, serorum quoque, ça rattache à ce qui est dit précédemment sur les biens Oui, je pense aussi, oui. non quanti emptae sint. Moi, j'ai mis deux mêmes pour Oui. assurer la continuité. Voilà. Aussi, oui. Donc, il applique le même raisonnement Exactement. qu'aux marchandises, Oui. non pas à la valeur de l'achat, mais à la valeur de la vente à venir. Est-ce qu'il y a nécessairement un lien, est-ce que quoque implique nécessairement un lien avec la phrase précédente? Justement, c'était ma question. Je ne vois pas pourquoi il y a ce quoque là. Moi, j'avais traduit, on ne doit pas plus faire l'estimation, mais j'avais laissé, autrement dit, j'avais coupé le quoque. Oui. Bon. Après, c'est vrai que le raisonnement, l'analogie est un peu gênante. Et je me demande si c'est pas aussi, en plus, comme c'est un paragraphe fourre-tout et qui passe très vite sur ces dispositions essentielles, quotidiennement pratiquées de la loi, je me demande si c'est pas... Justement, en latin, etiam, ça indique qu'il y a un rajout qu'on ajoute. Alors que quoque, Ah oui, c'est même... la continuité, Enfin, oui. c'est... Voilà. Peut-être le découpage des compilateurs qui Ouais, c'est- Parce Oui. que c'est la même question en fait. Oui, Hein. oui. Non quanti emptae sint, sed quanti venire possunt. Et là, c'est non magis quam si. C'est-à-dire que le fait de Oui, c'est jet ça. en mer, en tout cas du fait qu'ils aient disparu lors d'une tempête, donc on avarie commune, ne Ah doit oui. pas faire augmenter Oui, la valeur voilà. de l'estimation. Et le point commun, c'est qu'il n'y a pas d'estimation dans ce cas-là. Bon. Paragraphe suivant. Oui. Paragraphe 6. Si quis ex vectoribus solvendo non sit, hoc detrimentum magistri navis non erit, nec enim fortunas cuiusque nauta excutere debet. Si quis ex vectoribus, si l'un des passagers solvendo non sit n'est pas solvable, hoc detrimentum, cette perte non erit magistri navis ne sera pas pour le maître du navire. Nec enim fortunas cuiusque nauta excutere, car nec enim nauta, car donc le capitaine nec excutere n'a pas à fouiller fortunas cuiusque, les fortunes de chacun, sous-entendu des passagers. Le texte est clair, mais la règle n'est pas claire. Dans un navire qui a subi des avanies, au moment du règlement des intérêts, on se rend compte que certains passagers sont insolvables. Et apparemment, on cherche à imputer cette insolvabilité ou à charger le capitaine et du coup le maître du navire derrière le capitaine, au-delà du capitaine, de cette responsabilité. Mais je ne vois pas le but de la règle, là, je veux dire.
si l'un des passagers n'est pas solvable, ce détriment, cette avarie ne sera pas pour le maître du navire. Qu'est-ce que ça peut signifier, ça? Ne pas imputer au capitaine le fait d'avoir des passagers ou des marchands insolvables à bord, ça empêche le capitaine de ne pas prendre Oui. des personnes qui voudraient voyager tout en étant insolvables, Oui, de contrôler un peu qui oui. peut- En tout cas, c'est pas la même. Enfin, magistri, detrimento magistri, c'est détriment, enfin, dommage du patron, mais là, c'est nauta après. Oui. Mais ils sont confondus, Oui, parce que le nauta, il agit, Il est il préposé. gère le bateau au quotidien, Voilà. de port en port, mais le responsable, le vrai responsable financier, c'est le magistère qui reste dans ses bureaux, lui. Donc la phrase dit le capitaine n'a pas l'obligation de s'enquérir, en gros, Et de si la le capitaine ne le solvabilité fait pas, de chacun. voilà, on ne va pas l'imputer au maître du navire. Mais Voilà. pourquoi la règle? Ce télescope, en quelque sorte, le nauta et le magistère. Mais pourquoi cette règle-là? Il ne faut pas comment. Qu'est-ce qu'on peut demander aux ceux qui voulaient faire peser ça, la responsabilité sur le capitaine ou sur le maître du navire? Qu'est-ce qu'ils réclamaient? Quelle indemnité ils réclamaient? C'est ça que je ne vois pas. Et que voulait-il? Oui. Ça peut être pour les cas évoqués précédemment, s'il y a eu des pertes ou des intentions, etc., et que les gens n'ont pas pu contribuer, certains ont peut-être pu pouvoir, après coup, essayer quand même d'obtenir une somme, sinon du passager, du moins de celui qui avait accepté sur le navire. Ou alors, est-ce que ça peut vouloir dire que si certains des passagers ne peuvent pas payer, tous les autres, commerçants, propriétaires de marchandises, etc., doivent contribuer au net de la non-contribution de certains passagers. Voilà. Ou alors on dit ils sont insolvables, ils ne peuvent pas payer, donc cette contribution pèsera sur le capitaine, sur le maître du navire. Bah, non, puisqu'il dit non Est-ce que c'est- hérite Non, détrimento. mais c'est la demande des demandeurs, c'est ce qu'ils cherchent à obtenir. Et on vient de leur dire que c'est pas possible. Est-ce que c'est pas le fonctionnement classique triangulaire qu'il y a toujours? C'est-à-dire on agit contre donc, le maître du navire pour que lui agisse contre ceux qui sont censés contribuer. Et comme il ne peut pas, en fait, bah, il les indemniserait à perte, en fait. Donc il peut pas, comme c'est pas à lui de supporter ça, il peut pas exercer une action récursoire qui lui permettrait d'obtenir les fonds. Eh bien, on empêche, on bloque. Ou est-ce qu'on peut dire qu'en gros, on interdit d'utiliser comme excuse que certains passagers ne sont pas solvables? Oui, C'est c'est-à-dire pas simplement que la somme n'est pas réunie et donc on attaque un peu tout le monde pour être remboursé, ça, oui. je pense. Oui. Et lui, il exclut simplement ce cas de figure en disant essayer d'attaquer les autres. Quoi. Voilà. C'est comme si, au fond, les demandeurs, là, voulaient punir, entre guillemets, le maître du navire parce que le capitaine n'a pas fait son travail de bien vérifier que les passagers avaient du bien, étaient solvables. Oui. Le lien avec l'avarie commune, là, avec les situations antérieures, n'est pas très évident, je trouve. En tout cas, le résultat économique de cette règle est que ça donne une marge assez grande au nauta et du coup au maître du navire. Ils n'ont pas, on ne les oblige pas à faire un contrôle de la solvabilité de leurs passagers. Ils sont libres d'accepter qui ils veulent comme passagers, même si dans ces passagers, il y a des gens insolvables. Ce n'est pas réservé uniquement aux gens solvables. Parce que pour le commerce, c'est quand même important, ça, pour la fluidité du Voilà. voyage. Oui. Continuons. Paragraphe suivant, paragraphe 7. Si res quae actae sunt apparuerint, exoneratur collatio, quod siam contributio factasit, tunc iqui soluerint, agent, ex locato cum magistro, ut is ex conducto, experiatur et quod exegerit, redat. Si res quae actae sunt, si les choses qui ont été jetées apparuerint, réapparaissent, exoneratur collatio, la contribution est éteinte. Quod si iam contributio factasit, pardon, que si la contribution, la répartition a déjà été faite, tunc iqui soluerint, alors ceux qui ont payé, agent ex locato cum magistro, agiront par l'action du locateur contre le maître du navire. Ut is ex conducto, afin que celui-ci
agissent par l'action du conducteur, experiatur, pardonnez-moi, et quod exegerit redat, et qu'il restitue ce qu'il aura recouvré. L'experiatur, je ne l'avais pas compris dans la lecture juste avant. Donc il y a les passagers qui ont payé, ils se retournent contre le transporteur sur le fondement du contrat de louage et comme bailleur, ex locato, et celui-ci se retourne contre ceux qui ont reçu l'indemnité par l'action du preneur dans le louage d'ouvrage. Et l'idée est qu'il obtient le remboursement et il doit redistribuer ce remboursement. C'est une opération complexe. Il n'y a pas d'action directe entre ceux qui ont payé et ceux qui ont reçu. Il faut passer par le capitaine. C'est étrange. C'est sûrement un mécanisme qui existait avant que la loi ne soit acclimatée à Rome. Et on l'a décortiqué comme ça avec les actions du contrat de louage. Paragraphe suivant. Oui. Paragraphe 8. Res autem iacta domini manet nec fit ad praedentis quia proderelicto non habetur. Res autem iacta, cependant la chose jetée, domini manet, reste à son propriétaire, nec fit ad praedentis, et ne devient pas, sous-entendu, la propriété de celui qui s'en saisit. Quia proderelicto non habetur, parce qu'elle n'est pas tenue comme étant abandonnée. C'est une situation classique de l'acquisition des biens en droit romain. Un des modes d'acquisition de la propriété sur les biens, de la possession sur les biens, c'est l'appréhension ou l'occupation d'une chose sans maître ou d'une chose abandonnée. Quand le maître abandonne un de ses objets, n'importe qui peut prendre cet objet et ça devient la propriété. Mais là, on vient mettre une exception, c'est-à-dire qu'un objet jeté par-dessus bord ne devient jamais la propriété de celui qui l'occupe, qui l'appréhende, comme ils le disent ici. Parce qu'il n'y a pas de volonté réelle d'abandonner. Voilà. Ça c'est une manière de romaniser, entre guillemets, la loi rhodienne, très probablement. Voilà. Merci beaucoup.